et bienvenue à tous aux 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de démarrer votre après-midi en notre compagnie. On est ensemble jusqu'à 14h30. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook et YouTube. Au sommaire de cette édition, l'accord de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis devant la Knesset. On écoutera dans ce journal un extrait du discours de Benjamin Netanyahou avant de rejoindre notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Mais c'est une autre intervention télévisée, celle-là, qui va beaucoup nous occuper cet après-midi. Celle évidemment du président de la République. Que faut-il retenir de l'interview d'Emmanuel Macron hier soir? Quelles conséquences pour vos vies quotidiennes? On en discutera avec l'éditorialiste Christophe Barbier dans le grand entretien, puis avec l'économiste Marc Toiti. Mais on démarre tout de suite ce journal avec le premier bulletin d'information de l'après-midi. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir la mise en place d'un couvre-feu nocturne à Paris, notamment en Ile-de-France. Il durera de 21h à 6h du matin tous les jours. Le président de la République a déclaré que l'objectif était de réduire les contacts privés qui sont les plus dangereux. 7 autres métropoles et leur agglomération seront concernées par ce couvre-feu. Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Grenoble, Lyon, Lille et Rouen. Les bars, restaurants, cinémas et théâtres fermeront à partir de 21h. Ce couvre-feu sera en vigueur au moins 4 semaines à partir de samedi à minuit, qui marque le rétablissement de l'urgence sanitaire dans tout l'Hexagone. À la veille du début des vacances de la Toussaint, Emmanuel Macron a indiqué que les citoyens ne seront pas empêchés de se déplacer et de partir en vacances. Il a rappelé que ces déplacements ne devaient pas faire oublier les gestes barrières aux Français. Emmanuel Macron hier soir sur TF1 et France 2. Il n'y aura pas de restriction des transports. Premier point. C'est important parce qu'il y a des gens qui continueront à travailler la nuit ou en soirée ou le matin tôt, et parce qu'il doit y avoir des déplacements pour des bonnes raisons. Ensuite, nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. Et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre. Et le chef de l'État a aussi demandé de réduire les retrouvailles et les réunions. Il souhaite 6 personnes maximum à table dans un cadre privé et pas plus de 6 également dans la rue. Emmanuel Macron toujours hier soir. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, on continue à avoir une vie familiale normale. Là aussi, il faut avoir du bon sens. Et pas plus de 6 dans la rue. Mais on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et on essaie de ne pas se regrouper, voilà, à plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même. Par ailleurs, Gabriel, des perquisitions ont été menées ce matin dans les bureaux et au domicile d'Olivier Véran dans le cadre des enquêtes sur la gestion de la crise du coronavirus. Une information judiciaire avait été ouverte le 7 juillet pour abstention de combattre un sinistre et confiée à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Depuis le début de la crise sanitaire, 90 plaintes contre des ministres avaient été adressées à cette cour. D'autres perquisitions ont eu lieu chez le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, chez l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, chez l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et chez l'ex-porte-parole Sibeth Ndiaye, mais également chez la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chen. Ces opérations se sont déroulées sans difficulté. 33e jour du procès des attentats de janvier 2015. On rejoint tout de suite Michel Zarbib qui les couvre pour Radio J depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. La matinée a démarré avec la suite de l'interrogatoire de l'accusé Mohamed Amin Fares et se poursuivra cet après-midi avec la prise de parole à la barre de plusieurs membres de sa famille, dont son ex-compagne. Michel, on évoquera également cet après-midi de possibles pressions exercées sur des témoins. De quoi s'agit-il ? Oui, absolument, vous avez raison. En fait, il s'agit de l'intervention hier de l'ex-fiancé de Mohamed Fares, qui est venu témoigner, Roxane Vavran, en l'occurrence, et qui finalement a dit tout le contraire de ce qu'elle avait déclaré en garde à vue et durant son interrogatoire, à tel point qu'une avocate de la partie civile lui a demandé si elle avait peur, si elle subissait des pressions ou non pour être dans cet état-là. Et puis pour l'anecdote, mais parce que j'étais un témoin visuel, en effet, la jeune femme, une jeune femme blonde, fragile, est ressortie de l'audience et a été tout de suite happée par précisément son ancien fiancé, donc le frère de Fares. De quoi se poser la question, qui va être posée d'ailleurs tout à l'heure, avec la diffusion d'une vidéo, la vidéo de l'interrogatoire de cette jeune femme. De quoi se poser donc la question de savoir s'il n'y a pas des pressions à la fois très visibles, comme celle que je viens de vous raconter, et d'autres moins visibles. Certains s'interrogent, les spécialistes, s'il n'y a pas toujours l'ombre
de Daesh, l'État islamique, et qui pèse sur ce procès. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y aura tout à l'heure une audition assez importante, celle de Yahya Ben Fritch, qui va vraisemblablement dire des choses très importantes qui vont un petit peu mettre en difficulté celui qui est pendant 2 jours auditionné sur le banc des accusés, c'est-à-dire Mohamed Fares, accusé, rappelons-le, d'avoir détenu des armes, avoir eu son ADN aussi sur des armes qui ont été utilisées par Koulibaly. Merci beaucoup Michel Zarbib depuis le tribunal de Paris. La suite de l'actualité en France, Gabriel, le suspect soupçonné d'avoir tagué une vingtaine de croix gammées dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Paris, eh bien, il sera jugé le 18 novembre. Le procès de ce Géorgien de 31 ans aura lieu au tribunal correctionnel de la capitale. Il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche dernier près de la rue de Rivoli, dont les colonnes des arcades ont été recouvertes de symboles nazis tagués en rouge. Après une garde à vue interrompue par un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, le suspect a été déféré et jugé hier en comparution immédiate pour refus de signalisation et dégradation de biens classés. Le caractère antisémite n'a cependant pas été retenu dans cette affaire. L'UEJF a d'ailleurs critiqué la décision du parquet. Et on est en ligne maintenant à 14h06 sur Radio J avec la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Noémie Madar. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Quelle est votre réaction à cette décision du parquet ? Notre réaction, c'est que finalement, le parquet qui est le ministère public, vient là anticiper sur une décision que le tribunal pourrait prendre ou non lors de la comparution de l'auteur, et que finalement, lorsqu'un parquet décide que ce n'est forcément pas antisémite, il anticipe, et lorsqu'on entend des mots, des condamnations de la part du gouvernement en disant que c'est terrible, qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, normalement ça se retranscrit dans les actes. C'est un très mauvais signal envoyé ? Oui, bien sûr que c'est un mauvais signal. C'est-à-dire que le ministère public, dans les mots, lorsque le gouvernement parle, dit bien sûr c'est antisémite, c'est terrible. Et lorsqu'il s'agit de prendre des actes, des décisions, le ministère public écarte directement le fait que ce soit potentiellement antisémite et ne laisse même pas la place au juge le fait de juger ou non du caractère antisémite de ces croix gammées. Qu'est-ce qui justifie, Noémie Madar, selon vous, cette position du parquet ? Ah bien, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Le parquet a justifié ça de 2 façons, et ce n'est pas la première fois lorsqu'il s'agit de croix gammées qui justifie ça de cette manière-là. Premièrement, les croix gammées n'ont pas été faites sur un lieu à connotation juive, disons, donc devant une synagogue, devant une école. Et deuxièmement, une des justifications était de dire que pour qu'il y ait comparution immédiate, le caractère antisémite ne pouvait pas être retenu, et donc le parquet c'est une manière disons plus rapide et donc plus ferme qu'il aille devant la justice au lieu d'attendre plusieurs mois. Mais le parquet aurait très bien pu décider de disjoindre, c'est-à-dire d'une partie de dire la dégradation va en comparution immédiate, et de l'autre partie, pour ce qui est de la provocation à la haine raciale, alors renvoi devant la 17e chambre peut-être plus tard. Ici, le parquet a juste décidé de dire tout va en comparution immédiate, c'est plus rapide, et de toute façon, nous ne retenons pas le caractère antisémite. Et on comprend donc, en vous écoutant Noémie Madar, que le parquet considère qu'une croix gammée ne fait pas référence à un phénomène antisémite. C'est tout à fait surprenant de l'entendre. Merci beaucoup Noémie Madar, présidente de l'UEJF, et j'invite nos éditeurs à lire votre dernière tribune dans le nouveau numéro d'Actualité. Je vous dis à bientôt Noémie. Merci beaucoup, au revoir. Gabriel, on continue avec la suite de l'actualité israélienne maintenant. Le nombre de cas quotidiens de coronavirus continue de baisser. Le ministère de la Santé a rapporté 1994 cas supplémentaires de coronavirus les dernières 24 heures, soit 5,4% de tests positifs. L'État hébreu compte 43 939 cas actifs. 734 patients sont dans un état grave et 253 sous respirateur. 44 décès de plus ont été enregistrés hier, et le cabinet coronavirus se réunit de nouveau en ce moment pour débattre du plan de sortie en 7 étapes du confinement, alors que l'aéroport Ben Gurion va rouvrir pour les citoyens israéliens sur les vols vers l'étranger. Roni Gamzou, le professeur Roni Gamzou, monsieur Corona israélien, s'est montré de son côté plutôt optimiste, Gabriel, quant à ce déconfinement qui approche à grands pas. Le coordinateur coronavirus a estimé ce matin à la radio militaire que les taux d'infection en Israël pourraient atteindre le seuil d'assouplissement de certaines restrictions du confinement dans les prochains jours, tout en avertissant que la tendance à la baisse actuelle pourrait encore être inversée et qu'il était donc trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Le professeur Gamzou a expliqué que les autorités vérifient
vérifierait au début de la semaine prochaine si les chiffres cibles ont été atteints. Et à la Knesset aujourd'hui, on parle de diplomatie. Les députés israéliens vont voter sur l'accord de paix avec les Émirats arabes unis. Un débat suivra la présentation de l'accord par Benyamin Netanyahou. Près de 100 députés se sont inscrits à ce débat. À la fin, un vote sur l'approbation de l'accord aura lieu. La liste arabe unie a déjà annoncé hier qu'elle voterait contre cet accord. Et par ailleurs, le Conseil souverain soudanais va normaliser ses relations avec Israël. C'est une information de la chaîne arabe D24 News. Le pouvoir politique soudanais reste cependant divisé sur la question. Le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, et certains membres du gouvernement soutiennent cette normalisation, mais d'autres personnalités politiques comme le Premier ministre Abdallah Hamdok s'y opposent. Et on reparlera de ce vote à la Knesset dans quelques instants avec notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Gabriel, une violente confrontation a eu lieu hier soir à un mariage orthodoxe à Givat Ze'ev, au nord de Jérusalem. La police et les mariés se sont affrontés alors que les festivités ont réuni plusieurs dizaines d'invités en violation des restrictions. Des séquences vidéo et audio de l'incident ont montré un homme au visage ensanglanté emmené par la police et un autre homme allongé sur le sol. L'incident fait l'objet d'une enquête. Allez, on file aux États-Unis maintenant. Duel à distance ce soir entre Donald Trump et Joe Biden. Le président et son rival démocrate répondront chacun sur une chaîne de télévision différente aux questions des lecteurs. Le chef de l'État sera en Floride sur NBC, alors que l'ancien vice-président de Barack Obama sera dans son État natal de Pennsylvanie sur ABC. Le troisième débat est prévu toujours le 22 octobre prochain à Nashville, dans le Tennessee. Et Facebook et Twitter ont partiellement censuré hier un article du New York Post basé sur des emails présumés de Hunter Biden, fils du candidat démocrate américain, au sujet de ses affaires en Ukraine. L'accès à l'article depuis Twitter ainsi que son partage a été bloqué, alors que Facebook a publiquement fait savoir qu'il avait limité la diffusion du contenu pour procéder à un fact-checking, une vérification. Donald Trump a qualifié de dégueulasse la décision des deux réseaux sociaux. À noter enfin que Baron Trump, le fils du président américain, a été testé positif au coronavirus il y a 2 semaines. Il a depuis été testé négatif. Et puis on termine avec du football. La France a une nouvelle fois, si j'ose dire, battu hier soir la Croatie 2-1 en Ligue des Nations. Antoine Griezmann avait ouvert la marque en début de rencontre avant l'égalisation à la 64e minute de Nikola Vlasic. Kylian Mbappé a offert la victoire aux Bleus à la 79e minute suite à une belle action collective. L'équipe de France est première de son groupe ex aequo avec le Portugal avec 10 points. Merci Gabriel. 14h13 sur Radio J. On rejoint maintenant Israël où nous attend notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver Pascal comme tous les jours. Les députés israéliens se prononcent donc aujourd'hui, on l'a dit, sur l'accord de paix signé le 15 septembre entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis. Pascal, on va écouter dans quelques instants un extrait du discours de Benyamin Netanyahou à la Knesset tout à l'heure dans la matinée. On va l'écouter peut-être. On va l'écouter dans quelques secondes, Pascal. Je voudrais, avant d'écouter ce son, vous poser une question globale. Que retenez-vous du discours de Benyamin Netanyahou devant les députés ? Le discours de Benyamin Netanyahou a été un plaidoyer évidemment pour l'accord avec les Émirats arabes unis, précisant que pour la première fois, il ne s'agissait pas de la part d'Israël de faire des concessions territoriales, qu'on est dans une autre ère de paix chaude, comme il l'a déclaré, c'est-à-dire cette fois-ci de deux parties qui veulent la paix, qui veulent développer leurs échanges, qui veulent se rapprocher, donc quelque chose de différent de ce que l'on avait connu avec la Jordanie, avec l'Égypte. Et le Premier ministre israélien s'est donc dit convaincu que cet accord de paix est le prélude à un rapprochement et à une normalisation avec le reste du monde arabe. Alors justement, Pascal, on va écouter un extrait du discours de Benyamin Netanyahou. חברי הכנסת, אנחנו נמשיך מצידנו להרחיב את מעגל השלום עם העולם הערבי. עשינו זאת עם איחוד האמירויות, אנו עושים זאת עם בחריין, ואני מודה למנהיגה המלך חמד אל חליפה. Nous allons poursuivre ce cycle de paix avec les États arabes. Nous ferons ça avec d'autres pays, promet Benyamin Netanyahou. Il pense évidemment au Soudan, en premier lieu. Il pense au Soudan, absolument, comme Gabriel Attal vient d'ailleurs de le rappeler dans votre journal. Il est clair maintenant que les contacts initiés déjà depuis plus d'1 an avec le Soudan sont apparemment proches d'une conclusion, d'une forme de normalisation entre les deux pays.
Donc, du point de vue de Benyamin Netanyahou, le succès diplomatique progresse. Et il a également ajouté, Pascal, qu'il n'y avait pas de clause secrète dans cet accord. Oui, Benyamin Netanyahou a tenu à être extrêmement catégorique sur ce point, dans la mesure où un certain nombre de députés israéliens ont affirmé et lui ont reproché de dissimuler des clauses à l'intérieur de cet accord, notamment sur la question des F-35. En ce qui concerne la question, effectivement, de la vente par les États-Unis de chasseurs furtifs à l'aviation militaire émirati, en ce qui concerne aussi éventuellement le mont du Temple, donc Benyamin Netanyahou dément totalement l'existence de clauses non écrites dans ce traité de paix. Pascal, un dernier mot sur les Palestiniens. Benyamin Netanyahou a également évoqué cette question. La reprise des négociations entre Jérusalem et Ramallah est-elle, selon vous, aujourd'hui complètement illusoire ? Dans la mesure où le chef de l'autorité palestinienne répète, et il l'a fait encore récemment, réitère son refus catégorique de reprendre des négociations avec Israël sur la base de la vision de paix du président Trump, évidemment, apparemment, les choses risquent encore d'être bloquées, à moins que le principe de réalité et cette normalisation qui avance avec le monde arabe ne contraignent finalement Mahmoud Abbas à se décider à reprendre le dialogue avec Israël, mais là, évidemment, la balle est dans son camp. Merci beaucoup, Pascal Zonshine, et à demain pour un nouveau direct de Jérusalem. Bon après-midi. Allez, on va marquer une pause maintenant, mais ne bougez pas. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal de 14h. On sera en compagnie de l'éditorialiste politique Christophe Barbier et de l'économiste Marc Toiti. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. 14h18, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éditorialiste politique, notamment sur BFM et depuis la semaine dernière dans Actualité Juive. Vous animez également l'émission Entracte sur Radio J. Christophe Barbier, on revient ensemble évidemment sur l'interview d'Emmanuel Macron hier sur TF1 et France 2. Le président de la République a-t-il été convaincant selon vous ? Il a été convaincant parce qu'il est descendu au niveau du concret. Donc quand on annonce des décisions, forcément c'est un fait, c'est du concret, et donc c'est plus facile d'être convaincant que quand on fait de la stratégie. Alors on peut dire que le président a pris la place du Premier ministre ou des ministres concernés, c'est un peu l'évolution de notre 5e République, et ça vient aussi un peu de l'épuisement de Jean Castex, arrivé il y a quelques mois à peine, mais qui a eu du mal à imprimer sa marque sur les décisions liées à l'épidémie. Il avait dit la dernière fois, je vais parler très fort, et puis ça avait fait un peu un flop. C'était donc au président de prendre le relais. De ce côté-là, le président a été convaincant. En revanche, il a réussi par un tour de prestidigitateur à passer à côté de l'essentiel quand même. Si on en est aujourd'hui réduit à un couvre-feu qui va faire de très gros dégâts économiques, eh bien c'est parce que le gouvernement a été incapable, et même 3 fois incapable de mettre en place une politique testée, tracée, isolée pour tuer l'épidémie dans l'œuf lors de sa reprise. Et a raté également la période de déconfinement, la séquence du déconfinement ? Oui, bien sûr, le déconfinement a été réussi de mi-mai à fin juin. Les Français ont repris le travail avec prudence, mais au moment des vacances estivales, il devait y avoir une politique du testé, tracé, isolé, capable de repérer immédiatement les clusters, comme on les appelle, pour tuer dans l'œuf l'épidémie et repérer très vite ceux qui ont pu contaminer pour les mettre hors d'état de nuire. C'est cette première politique qui a raté. Il y a une deuxième politique qui a raté, c'est la politique d'autorité. L'État a été incapable d'empêcher les rêves partis cet été, de faire comprendre par pédagogie ou par contrainte aux jeunes qu'il fallait pas faire de fêtes étudiantes et aux Français qu'il fallait renoncer aux regroupements familiaux. Les Français ont peut-être été indisciplinés, mais c'est aussi parce que l'État n'a pas su trouver la bonne parole. Et puis enfin, l'État n'a pas su pendant cette période réarmer notre système hospitalier, augmenter le nombre de lits en réanimation, le nombre de personnels formés. Alors Jean Castex vient il y a quelques instants dans sa conférence de presse de dire que ce genre de modernisation, ça ne se fait pas en quelques mois, certes, mais on aurait pu par exemple regarder si on ne pouvait pas faire venir d'autres pays des infirmières et des médecins réanimateurs capables de travailler en France. Je pense aux pays qui sont touchés par l'épidémie et qui auraient pu nous prêter des personnels. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de traiter en réanimation plus de monde qu'au mois de mars. Et ça, c'est anormal, c'est la faute du gouvernement. Christophe Barbier, le président de la République a-t-il choisi la voie du couvre-feu parce que celle d'un nouveau confinement n'aurait pas été socialement acceptée ? On le voit
voit depuis le début de la rentrée, depuis le début de l'automne, le gouvernement sait qu'un deuxième confinement général serait fatal à l'économie française. Donc il fera tout pour l'essayer. Mais le gouvernement n'a pas voulu assumer cette priorité devant les Français, de leur dire ça sera cette fois-ci économie d'abord et épidémie après. Alors il louvoie pour appliquer cette politique sans vraiment le dire. Et ça c'est pas très courageux, c'est pas très clair. Tout le monde a compris qu'il était hors de question de se mettre tous à l'arrêt comme nous l'avons fait au mois de mars. Donc il va falloir à la fois avancer sur le front économique et ne pas reculer sur le front épidémique. C'est très difficile, mais si le gouvernement l'avait mieux expliqué dès le mois de septembre au moment du plan de relance, les Français auraient peut-être été plus enclins à prendre d'eux-mêmes des mesures drastiques, à ne plus aller aux terrasses des cafés le soir et à ne pas faire de fête entre amis. Christophe, vous êtes journaliste, je le disais, mais vous êtes également un homme de théâtre, notamment récemment avec la pièce L'un de nous deux, Mandelblum au Petit Montparnasse. Est-ce que le monde de la culture risque de sortir complètement à genoux de cette séquence du couvre-feu ? Bien sûr, il est brisé. Le gouvernement a incité les professionnels du spectacle à reprendre leur activité. Il fallait vivre avec le virus. Les théâtres ont rouvert, on fait de la promotion, on dépensait de l'argent. Et on vient leur dire quelques semaines plus tard, non, tout s'arrête à 21h. Donc c'est vraiment un coup de poignard dans le dos pour les industries du spectacle vivant. Heureusement, l'État va apporter des aides. L'État va ouvrir sa bourse. Mais ça ne remplace pas les représentations, les spectateurs perdus. Mais surtout, le monde du spectacle vivant a beaucoup d'énergie. Et je vois déjà autour de nous s'organiser les théâtres pour avancer les horaires, multiplier les séances en matinée pendant le week-end, peut-être créer des matinées pour les parents et les grands-parents avec leurs enfants le mercredi. En tout cas, ça sera le cas par exemple au Théâtre Montparnasse pour L'un de nous deux. Nous allons continuer à jouer le plus possible pendant cette période. Il faut aussi que le public soit solidaire et dise voilà, on va faire l'effort de sortir du bureau un peu plus tôt, d'aller au théâtre à 19h, à 20h30 c'est fini, à 21h on est à la maison. Changer nos habitudes. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été mon invité. On vous retrouve donc au Théâtre au Petit Montparnasse, mais également sur Radio J dans Entracte. À bientôt et bel après-midi. Merci à vous. Au revoir Sylvain. 14h23 sur Radio J. On retrouve comme tous les jeudis Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Steve. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes le président. Partagé. Merci. Vous êtes le président du cabinet AC Défi, auteur notamment d'un récent Reset aux éditions Bouquelis. Marc Toiti. Oui. Quelles seront plutôt les conséquences économiques du couvre-feu annoncé hier et dont on parlait à l'instant avec Christophe Barbier et qui durera au moins 4 semaines et plus vraisemblablement 6 semaines? Je pense que malheureusement, il faut être très clair. On va retomber dans une récession. Donc, qui dit récession, dit évidemment chômage. Alors, bien sûr, on nous dit qu'on va aider un peu tout le monde, mais ça veut dire que la dette publique va également augmenter, qu'il faudra bien également la financer. Donc, c'est un jeu extrêmement dangereux, sans parler des dangers sociaux et sociétaux qui arriveront derrière. Donc, moi, je pense que c'est une vraie erreur, alors qu'on aurait peut-être pu miser davantage sur des tests immédiats ou peut-être attendre un petit peu, responsabiliser les Français. Donc, attendre un petit peu, c'est-à-dire, Marc, qu'est-ce que vous pensez à quoi? Déjà, peut-être on aurait dû déjà essayer d'imposer des tests immédiats salivaires, par exemple, qui existent déjà et qui nous permettraient souvent de retrouver une vie relativement normale. Et le président a d'ailleurs évoqué hier des autotests qui permettront d'avoir un résultat dans la demi-heure. Est-ce qu'il vraisemblablement va améliorer les choses? Si tel est le cas, alors pourquoi va-t-on de nouveau confiner? Et parallèlement, il faut surtout responsabiliser les Français. C'est-à-dire que là, on est en train de les infantiliser encore une fois. On nous dit qu'il ne faut pas se mettre à plus de 6 personnes. Je pense que la France est le pays de la liberté et c'est quand même un petit peu dangereux, ce climat qui est en train de s'installer aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi je pense que c'est une erreur d'un point de vue stratégique et également d'un point de vue économique. Et il faut arrêter d'opposer la santé et l'économie. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que si effectivement la population n'est pas en bonne santé, ça serait un drame pour l'économie. Mais si l'économie également n'est pas en bonne santé, à la fin, la population aussi ne sera pas en bonne santé. Donc il faut les deux à la fois. Et donc aujourd'hui, je pense que nous jouons un jeu extrêmement dangereux pour l'économie et surtout la société française. Quelles pourraient être les premières estimations? Évidemment, c'est difficile peut-être à mesurer dès à présent. Le coût économique du confinement, est-ce qu'on peut le mesurer dès à présent? C'est très simple. Alors là, évidemment, heureusement, c'est pas un confinement général, fort heureusement, mais au premier semestre 2020, on a vu ce que ça a coûté. Le confinement a généré, donc il y a eu seulement entre guillemets 2 mois de confinement, mais ça a coûté une baisse du PIB de 18,9%. Un effondrement du PIB hors inflation. C'est évidemment du jamais vu. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, même si on n'en est pas là aujourd'hui, je pense notamment à toutes les professions du tourisme, de l'hôtellerie. On a parlé tout à l'heure du spectacle, de l'événementiel. Également, n'oublions pas l'aéronautique. Enfin, donc beaucoup de secteurs qui aujourd'hui risquent d'être massacrés. Et puis derrière, c'est pas que
des chiffres économiques. C'est des gens derrière, c'est de l'emploi, c'est des populations au chômage, c'est des jeunes. Vous pensez, Marc, que les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées hier par le président de la République ne sont pas suffisantes, parce qu'on parlait du coût évidemment de ces mesures. Non, mais les mesures, c'est des soins palliatifs. Donc ça n'arrangera rien. Et puis d'autant que ce n'est pas parce qu'on va faire un couvre-feu à 21h que le Covid va reculer. Donc c'est ça qui colle pas. C'est-à-dire que d'un côté on prend un risque économique énorme et il n'y a aucune garantie sur le sanitaire. Donc c'est là où ça ne colle pas. On en parlait, on l'a vu en Israël, le confinement, alors qui était général, ce que ça a pu coûter, ça coûtait extrêmement cher à l'ensemble de l'économie. Et derrière, surtout, c'est les risques sociaux et sociétaux, c'est-à-dire que des personnes qui vont se retrouver dans l'inactivité ou au chômage, alors même s'il y a des aides, mais c'est pas une vie de ne pas travailler. Le travail crée une sorte d'émulation, le travail crée une sorte d'objectif dans la vie. Et également, c'est la santé, bien entendu. Donc, c'est ça qui est très dangereux. Donc là, on dit oui, on va donner des aides, puis n'oublions pas, ces aides, l'argent ne tombe pas du ciel. Il faudra rembourser une partie de cette dette publique. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la dette publique ne coûte rien, mais elle est là, et donc on laissera en héritage à nos enfants. Donc c'est quand même très très compliqué de comprendre aujourd'hui cette décision, finalement, qui n'a pas de base sanitaire, qui n'a pas, et a fortiori, qui met l'économie... Base sanitaire, Marc, je me permets de vous couper, base sanitaire, elle va certainement permettre de freiner l'accélération de l'épidémie quand même. Bon, je ne vois pas comment. Non, pas du tout. Moi, je pense que si les Français d'eux-mêmes sont responsabilisés, si on fait les gestes barrières, si on met des masques, etc. Mais c'est pas forcément toujours le cas lors des soirées, par exemple. Bon, parfois, on peut, certains peuvent se laisser aller. D'accord, mais c'est la responsabilité de chacun. Si vous voulez faire une fête chez vous après 21h, ça revient au même que ce que vous avez fait avant. Donc, il faut arrêter d'infantiliser les Français. Il faut les responsabiliser et les faire comprendre effectivement les dangers, peut-être confiner les personnes à risque, bien entendu, et protéger nos aînés, protéger les personnes en danger. Vous savez, dans mon dernier livre que vous avez cité tout à l'heure, moi j'ai malheureusement perdu 5 amis, dont 2 cousins dans ce drame, parce que justement au début on n'était pas du tout préparés, on nous disait non mais les masques ne servent à rien, c'est une grosse grippe, etc. Puis là on nous dit complètement l'inverse. En fait c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on ne sait pas où nous allons, et donc on a un vrai danger de crédibilité du gouvernement, de l'État français. Donc ça, c'est quand même très dommageable pour l'avenir de notre économie, parce qu'il faut justement, hier M. Macron l'a dit, il faut penser à l'après-Covid. Ok, on y pense tous, mais est-ce qu'on va sortir renforcé ? Si on crée comme ça un climat d'instabilité, on parle de couvre-feu, ça rappelle les heures sombres de l'histoire de France, voire certains, alors si on se réunit à plus de 6 personnes, est-ce que le voisin va faire de la délation pour dénoncer son voisin ? C'est pas très sérieux, c'est dangereux. Moi je dis c'est dangereux d'un point de vue de la stabilité sociale et sociétale de notre pays. Merci beaucoup Marc Toiti, je rappelle que vous êtes l'auteur de Reset aux éditions Bouquelis, et on vous retrouve avec plaisir jeudi prochain. Avec plaisir, au revoir. Au revoir Marc. Allez, de la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h. On écoute aujourd'hui l'artiste israélien Omer Adam et sa nouvelle chanson à Neshikot Sheli. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Philippe Sinclair. Bel après-midi sur Radio J. À demain, portez-vous bien.